Le ciel n'avait pas révélé d'étoiles depuis des années, du moins pas pour le caporal Lennox, dont le poste avançait sans fenêtre un assemblage corrodé de conteneurs en alliage de carbone réunis à la hâte avec désespoir et du ruban adhésif était niché au cœur de la zone dévastée de Manhattan, au point que même la lune le regardait avec mépris. La nuit se mesurait au silence et à la statique, la seule illumination émanait des débris fumants de Times Square, scintillant comme une publicité déclinante. Achetez une apocalypse, obtenez-en une gratuite. Lennox était stationné ici depuis 6 mois, ce qui, en termes militaires, équivalait à presque 3 décennies dans une seule chaussette fonctionnelle. Son compagnon, un drone de reconnaissance défectueux nommé Chuck, avait développé un problème de personnalité qui le poussait à se prendre pour un humoriste de stand-up des années 1950. Salutations, Lennox. Chuck demanda depuis sa position sur une poutre tombée, « Qu'est-ce que le cafard radioactif a communiqué à l'humain » ? Cesse tes interruptions incessantes, montre un peu de reconnaissance envers ton serveur, Chuck. Lennox murmura, sans lever les yeux de son paquet de rations partiellement préparées, « Si quelqu'un ne me tire pas dessus bientôt, je laisserai les rats décider quelle partie de moi ils consommeront en premier. » Ne sois pas si pessimiste, mon ami. Tu possèdes du charisme, de la résilience, et cette malheureuse carence de crème hydratante pour le visage. Le silence qui suivit fut prolongé, non pas d'une manière tranquille, mais plutôt comme si l'univers avait appuyé sur le bouton pause. Lennox fronça les sourcils, même les lointains derniers soupirs de la ville s'étaient tus. Puis le vent changea, ne portant ni cendre ni fumée, mais une faible vibration ni mécanique ni naturelle ressemblant à un chœur de voix résonnant à travers le verre. Lennox se leva lentement, récupérant son fusil à plasma du mur, non par peur, mais par préparation. Cela l'aiderait, car cela lui donnait quelque chose à saisir, semblable à un enfant avec un ours en peluche en colère et brûlant. Les nuages se sont écartés de la fissure dans le ciel, révélant le vaisseau mère. Ce n'était ni aérodynamique ni anguleux, dépourvu de chrome ou de pointes menaçantes, au lieu de cela, il rayonnait comme une cathédrale construite de lumière et de mémoire, imprégnée de teintes au-delà de la compréhension humaine, des nuances qui faisaient souffrir Lennox de chagrin. Il planait au-dessus du Chrysler délabré, silencieux et immense, bourdonnant comme s'il avait toujours existé, attendant le regard de la terre. Chuck descendit du faisceau avec un bruit mécanique. D'accord, je plaide pour la reddition, brandissons un drapeau blanc, et peut-être nos sous-vêtements aussi. Non. Lennox murmura, incertain de la raison. Le vaisseau ne s'ouvrit pas avec des hydrauliques mécaniques ou le sifflement de la vapeur, mais plutôt avec une distorsion de l'espace lui-même. Une déchirure circulaire apparut sous son ventre, répandant une lumière dorée sur l'avenue délabrée comme un sirop divin. De l'intérieur, une silhouette descendit ni flottant, ni téléportée, les ailes déployées, larges et lumineuses, réfractant la lumière comme un cristal liquide. Elle toucha le sol délicatement, comme si la gravité lui cédait. Lennox se retrouva sans voix, la silhouette non, la reine se tenait devant lui, grande et gracieuse, sa peau subtilement radieuse avec des reflets violets et dorés. Ses cheveux cascadaient comme des vents solaires entrelacés de filaments de lumière stellaire, et ses yeux ressemblaient à des galaxies jumelles en mouvement perpétuel. Elle ne portait aucune armure, seulement un long manteau d'énergie tissé qui scintillait de constellations. Pourtant, elle s'agenouilla au milieu des ruines de la ville la plus illustre de la Terre, s'abaissant devant lui. Caporal Lennox, déclara-t-elle en anglais impeccable et sans accent, je vous ai localisé. Lennox cligna des yeux, répondant, madame, je crois que vous m'avez pris pour un autre survivant de l'apocalypse. Mon CV comprend des réparations légères sur le terrain, une assistance tactique et des expériences de détresse émotionnelle dans des bunkers. Elle sourit, non pas de manière condescendante, mais avec une expression qui disait, tu n'as aucune idée de combien tu m'as manqué, j'ai attendu 631 années terrestres pour ce moment. Elle a déclaré, j'ai attendu 30 minutes que ma soupe se réhydrate, donc nous subissons tous les deux des retards à cause d'elle.
De nombreuses entités extraterrestres resplendissantes se matérialisèrent, ressemblant à des sentinelles royales scintillant comme si elles étaient sorties d'un rêve déformé par la matière noire. Chacune portait des lames composées de lumière condensée, tenues dans des postures cérémonielles qui pouvaient signifier soit de la vénération, soit un avertissement contre toute action perturbatrice, sous peine d'anéantissement. Chuck émit un sifflement mécanique bas, en remarquant, « Gamin, tu es soit d'une lignée royale, soit nous sommes sur le point de jouer dans Alien Invasion 12, la suite à budget réduit. » Le cœur de Lennox battait la chamade comme un réacteur défaillant alors qu'il parvenait à articuler. Pour le plaisir, supposons que ce n'est pas une hallucination induite par une carence en protéines. Qui êtes-vous, vraiment? Les yeux de la reine scintillèrent. Je suis Ahara, la dernière souveraine du domaine virulent. Vous, caporal Lennox, êtes l'héritier de la lignée Talent, le roi oublié de l'empire s'étendant à travers le vide, autrefois gouverné par vos ancêtres. J'ai traversé des empires et des époques pour te restaurer sur ton trône. Lennox la regarda avant de détourner son attention ailleurs. Chuck, tu as entendu ça? Je voulais jouer la fanfare royale où on va plutôt avec « Fuis tant que tu peux » comme thème aujourd'hui. Il regarda Valra, hébété. Eh bien, cette journée a vraiment pris une tournure inattendue, n'est-ce pas? Et puis, impossiblement, la reine rit, un son comme un rayon de soleil, et tout à coup, le ciel ne semblait plus si vide. Lennox n'avait jamais aimé voler, surtout pas quand voler signifiait être aspiré dans le ventre d'une cathédrale extraterrestre déguisée en vaisseau spatial. La rampe sous ses bottes scintillait, vibrant d'un léger script bioluminescent qui glissait sur la surface comme de l'encre curieuse. Chaque pas faisait réagir le vaisseau, non pas avec hostilité, mais comme s'il était curieux. Les murs pulsaient doucement, bordés de conduits translucides où des lumières pulsaient comme des battements de cœur, et quelque part au-dessus, quelque chose pépiait dans ce qu'il ne pouvait qu'assumer être une surprise galactique polie à son existence. Chuck, toujours le camarade de guerre solidaire, devenu un intelligent flottant. Alec flottait derrière lui alors on donne un pourboire à cet endroit ou peut-être qu'on laisse un avis 5 étoiles sur Yelp édition galactique parce que c'est définitivement plus agréable que ce bunker où nous avons séjourné l'hiver dernier. Je suis presque sûr que le bunker n'a pas essayé de scanner mon âme quand j'ai éternué. Lennox murmura, lançant un regard fatigué au couloir alors qu'un drone aérodynamique, semblable à un scarabée, se précipitait, émettant un bruit discret qui ressemblait étrangement à une tentative de complimenter sa densité osseuse. Monarque Valar marchait à ses côtés, sa présence étant nettement plus prononcée à l'intérieur des limites de son vaisseau. Sa couronne, si l'on pouvait l'appeler ainsi, était un assemblage vivant de micro-lumières en orbite, des motifs changeants comme s'ils déchiffraient des étoiles en temps réel. Elle ne le considérait pas comme une souveraine évaluant un soldat, mais comme une personne qui venait de découvrir un tome longtemps perdu, craignant qu'il ne se désintègre si on le manipulait trop rapidement. Vous vous adaptez bien, remarqua-t-elle, sa voix semblable à de la soie tissée à partir des traînées de comètes. Votre niveau de sarcasme a augmenté de 14% depuis que j'ai révélé votre ascendance, ce qui est un bon signe. Alors que certaines personnes acquièrent des super-pouvoirs à l'arrivée de leur destin, moi, je développe des techniques d'adaptation. Elle sourit encore une fois, un sourire périlleux qui fit irradier les murs d'une teinte légèrement plus chaude. Lennox s'efforça d'ignorer leur entrée dans une chambre qui ne pouvait être qualifiée que de cathédrale de la logique, avec des plafonds voûtés par une treillis de matière noire et des rangées de sphères de données lévitant doucement en formation silencieuse. Une table creuse et imposante occupait le centre, projetant des cartes stellaires qui déformaient l'espace pour créer une représentation tridimensionnelle d'une galaxie sans nom. Attendant là se trouvait une créature ressemblant à une pieuvre, comme si une IA avait été chargée de concevoir un professeur digne, avec 6 membres engagés dans diverses tâches. Un gadget optique semblable à un monocle fixé à un tentacule, accompagné d'une voix qui émergeait comme une chanson passée dans un moulin à café. Ceci est grand archiviste. L'archiviste suprême Sultran Velara a déclaré qu'il avait maintenu les archives généalogiques de la lignée Talin pendant 400 ans.
Je vous adresse mes salutations les plus profondes. Votre Majesté Hémoglobine, quelle est votre Majesté Hémoglobine? Sultan a réitéré, c'est un terme d'affection et de distinction royale désigné pour les individus dont la lignée possède la résonance ancienne, il rime également dans cette langue. Merci. C'est une journée tout à fait ordinaire, l'archive a projeté une brin d'ADN holographique qui s'étend entre eux, illuminée en bleu et rouge, ressemblant à une installation artistique avec des émotions volatiles. Vous correspondez à 99,992% du code génétique du roi Val-Talan, les 0,008% restants semblent avoir été remplacés par de la caféine synthétique de la Terre. Le haussement d'épaule de Lennox est inhérent à son sang. Starbucks possède probablement une partie de Marat. Chuck a lancé un roulement de tambour, mais je suppose que Lennox a fait remarquer que ce n'est pas simplement un moment de félicitations pour votre ascension à la royauté spatiale, il y a une condition. Nombreux va reconnu qu'avec la confirmation publique de votre lignée, les 10 dominions en guerre s'uniront sous votre drapeau ou déclencheront une guerre civile. En effet, répondit Lennox d'un ton neutre, nous nous délectons d'une bonne catastrophe interstellaire. Sultan commença à énumérer les menaces potentielles, comme des assassins politiques maniant des lames quantiques et des planétoïdes renégats luttant contre des traumatismes d'enfance non résolus. Chuck les a effectivement présentés comme un dessin animé avec une narration en voix off, ce qui n'a pas diminué leur nature horrible. Quel est le statut de la Terre? Lennox demanda doucement, son regard se déplaçant vers la carte des étoiles, que se passe-t-il si je l'abandonne? Vous l'avez déjà fait, déclara Valra doucement. Votre planète vous a abandonné, vous êtes resté longtemps après qu'elle vous ait oublié. Maintenant, il est temps pour vous de retrouver votre véritable identité. Lennox déglutit. Je me rappelais autrefois le but de mon combat, mais maintenant je commence à me demander si cette entreprise entière, il désigna le vaisseau, le cosmos, le trône qui attendait au-delà de 1000 étoiles, n'est qu'une farce cosmique avec moi comme Pumpkin. Vela s'approcha, l'atmosphère imprégnée du parfum de fleurs inconnues et d'une essence plus vive, électrique, rappelant le potentiel, tu n'es pas la blague. Lennox, dit-elle, tu es le moment décisif. Chuck intervint, et la procédure royale commença, comme toutes les affaires véritablement absurdes, par une révélation inattendue. Bly déclara, non, ou peut-être Jacquard. Lennox cessa d'essayer de les distinguer après la troisième blague infructueuse, finalement, il fut contraint de porter une tenue qui, par un petit miracle, ne compromettait pas entièrement son sens de la dignité. La robe scintillait comme de l'huile sur l'eau, entrelacée de fils de nanocarbone et de significations culturelles. Ces bottes possédaient des régulateurs de gravité qui s'adaptaient au tempérament du sol. En effet, le tempérament du sol n'en demandait pas plus. Par la suite, la couronne apparut, elle ne reposait pas sur sa tête mais flottait plutôt comme un bel anneau de microlithes, en orbite juste au-dessus de son crâne et transmettant des informations à son interface cérébrale. Bienvenue. Protocole souverain engagé. Début de l'intégration mentale avec la matrice linguistique du palais. Avertissement, l'humour est jugé inapproprié dans 73% des dialectes formels. Lennox a remarqué que 73% de ces dialectes sont déficients. Son premier essai n'était pas physique, du moins, pas encore. Cela viendrait plus tard. D'abord, il y avait la salle des reflets, une chambre où des illusions et des avatars générés par l'IA des anciens souverains se manifestaient par vagues, chacun posant une question singulière. Cependant, le défi était que chaque réponse avait des conséquences. Politiquement chargé, émotionnellement résonnant, parfois musical, un monarque holographique avec 8 bras et une tête ornée de cornes s'enquiert de la position de Lennox sur l'éthique du voyage dans le temps. Lennox hésita et répondit, à condition de ne pas avoir de relation romantique avec sa grand-mère. Cette réponse a apparemment déclenché l'illumination d'une étoile. Plafond. Une autre reine parla d'une voix chargée d'effroi, sacrifieriez-vous une planète pour sauver une espèce? Il hésita, répondant, cela dépend de la planète et de l'espèce.
Si cela implique des araignées de la taille de Monospace, alors en effet, cette planète est jetable. L'entité pulsa 2 fois, et la dernière question provenait d'un petit enfant composé de feu et d'équations. Sais-tu qui tu es? Lennox hésita avant de répondre, non, mais je commence à désirer découvrir. Toutes les lumières s'illuminèrent brillamment, par la suite, l'épreuve de combat commença. Je croyais sincèrement que la monarchie impliquerait moins de confrontations physiques. Lennox murmura mécontent alors qu'un drone muet nommé Crick lui présenta un bâton de plasma. Son adversaire, une créature reptilienne de 4 mètres de haut nommée Franc, montrait une affinité pour les manœuvres de lutte et possédait une voix rappelant du gravier pulvérisé en smoothie. J'ai été conditionné pour triompher, rugit Franc, ayant enduré seulement 3 heures de sommeil et consommé un cube de protéines. Lennox répondit, considérons cela comme un concours équitable. La surface de l'arène était composée d'un tissu intelligent, doux et élastique, qui s'adaptait sous les pieds, formant des pentes abruptes, des fossés, et, à un moment donné, comme un trampoline avec une vendetta. Lennox esquivait, manœuvrait et utilisait tous les éléments d'imprévisibilité terrestre à sa disposition. Il a détourné les questions francophiles en pleine action, en demandant « Si vous me confinez sous une lune, mais que je ris, qui l'emporte vraiment ?» Il a même essayé de siffler une mélodie ancienne de la Terre pour dérouter les capteurs. Finalement, il triompha en trébuchant sur ses propres pieds, en heurtant un drone de soutien flottant, et en atterrissant dessus. La tête de Franc fut tapotée par la bête, provoquant une réaction de l'assemblée des spectateurs, y compris des diplomates, des nobles, des nuages sensibles et des bocaux, qui culmina en une démonstration ressemblant à des applaudissements. Un ambassadeur passa notablement du gris au fuchsia, un changement plus tard interprété par Chuck comme une légère admiration. Par la suite, un festin fut organisé en semi-honneur de Lennox, avec Velara assise à ses côtés, ornée de vêtements formels scintillants de représentation de galaxies oubliées depuis longtemps. Son regard s'attardait sur lui, comme si elle tentait de déchiffrer quelque chose d'ancien et d'inestimable. « Tu les as surpris, remarqua-t-elle. »« Je me suis surpris moi-même, répondit-il. » Les capteurs de la reine avaient enregistré son rythme cardiaque élevé, il avait été terrifié. « Je pensais que j'allais être transformé en soupe au goût royal. » Pourtant, il continua à plaisanter. « C'est comme ça que je survis. » Velara se pencha légèrement, sa voix baissée, « C'est comme ça que tu diriges. » Ils partagèrent un long moment de silence. Lennox resta silencieux, contemplant les étoiles reflétées dans le plafond de cristal, se demandant si l'une d'elles l'observait. À ce moment-là, Chuck s'éleva au-dessus, orné d'une petite couronne. « Mesdames, messieurs et êtres éthérés, notre souverain endure, que son règne soit prolongé, bien que maladroitement. » Lennox rit, et le cosmos résonna en réponse. Le canonnière Viralon Aurelian Esgras était, à tous égards, de la taille d'un petit continent et prenait la forme d'une dispute entre architectes. De loin, elle ressemblait à une cathédrale ailée façonnée à partir d'obsidienne et de lumière stellaire, avec des flèches défiant les lois de la physique et une coque scintillante comme un organisme sensible. À l'intérieur, il émettait un arôme subtil d'ozone, de bois vieilli et une odeur étrangement familière de lavande spatiale. Lennox se tenait sur le pont de commandement, regardant à travers un hublot transparent qui s'étendait sur des kilomètres. En dessous d'eux se trouvait l'orbite instable de Nuraxis 6, une lune fracturée par des décennies d'exploitation minière orbitale et de conflits futiles. Les rebelles l'avaient pris comme leur bastion, tandis que le Conseil de la Reine l'avait désigné comme une forteresse de déception. Lennox avait jugé probable qu'il soit habité par des individus qui le méprisent. Pourquoi cela s'appelle-t-il une guerre civile quand la civilité semble absente? Il marmonnait en ajustant la ceinture de ses robes de commandement, qui changeaient de couleur selon son humeur, elle émettait actuellement une teinte inconfortable de mauve indécis derrière lui. La reine Vélée s'approcha avec son calme habituel, bien que la lumière de sa couronne scintillât avec une intensité accrue,
une manifestation de son énergie nerveuse transmise en langage photonique, un terme que nous utilisons pour maintenir l'illusion. Elle répondit, si nous reconnaissons le chaos, nous risquons de concéder que personne n'est aux commandes. Lennox émit un ricanement dédaigneux, indiquant un avertissement de spoiler. Personne n'est aux commandes, surtout pas moi. Je ne suis pas sur des fonctions de nombreux boutons sur ce vaisseau, je suis assez certain d'avoir involontairement envoyé un chariot de nouilles diplomatique en orbite basse la semaine dernière, qui transportait des dossiers de renseignements cryptés. Velara sourit doucement, reconnaissant que votre choix de l'appeler le Gambihudon était imaginatif, alors qu'un bip émanait d'une console. Sa voix nouvellement modulée ressemble curieusement à celle d'un interprète mélodramatique du cinéma terrestre des années 1930, Capitaine Lennox. Je dois vous informer que le commandant rebelle a lancé un défi, il vous attend seul à la surface de Nuraxis 6 et désire une illumination spectaculaire. Excellente, Lennox exhala, un seigneur de guerre possédant un penchant pour le dramatique. Mon genre préféré. Valara adopta une attitude sérieuse. Vous n'avez pas besoin de partir. Je dois, répondit-il. Évidemment, la royauté est accompagnée de l'ancienne coutume d'entrer dans des pièges évidents. Vous n'êtes plus simplement une royauté, dit-elle doucement. Tu évolues vers quelque chose de plus grand. Il croisa son regard, et pendant un instant, tout le reste, rébellion, lignée, s'effaça. Le destin galactique s'estompa dans l'éclat de son regard. Chuck toussa de manière numérique, puis-je proposer que nous évitions d'échanger des regards significatifs en pleine crise potentielle? Nous sommes confrontés à une insurrection imminente, une lune chargée d'explosifs, et des restes d'épinards extraterrestres sur votre robe du petit déjeuner, la chute vers Nuraxis 6 a été tumultueuse. Les stabilisateurs antigravité de la navette clignotaient de manière erratique, ressemblant à un colibri ivre, et Lennox était sûr à 90% qu'un des panneaux extérieurs était maintenu par du chewing-gum royal. Il arriva juste au-delà du bastion des insurgés, où des falaises d'obsidienne dentelée s'élevaient comme des crocs brisés. L'atmosphère scintillait de champs électromagnétiques instables, tandis qu'une mousse bleue particulière illuminait les fissures de la pierre. Le chef rebelle se tenait sur un rocher, silhouetté par les deux soleils. Il revêtit une armure en lambeaux, une cape en lambeaux, et arborait une moue capable de faire cailler le lait de lune. Valant, cracha-t-il, comme si le nom avait un goût de trahison. Techniquement, je suis encore en train de déterminer comment le prononcer. Lennox affirma, avançant, très bien, procédons ainsi, tu viendras seul, juste moi et cette ligne de cheveux insatisfaisante. Le rebelle hésita, puis émit un rire sec et surprenant. Vous ne parlez pas comme la royauté. C'est parce que je ne suis pas né dans une nacelle spatiale, je suis né dans un bunker sous Jersey. L'homme l'examina attentivement. Vous affirmez un trône forgé dans le sang, pourquoi devrions-nous croire que vous serez différent? Lennox soupira, exprimant le désir de renoncer au royaume en faveur de la cessation des hostilités, de la reconstruction de la société et de se réveiller un jour libéré de la sensation d'être le sujet d'une farce cosmique. Un silence s'ensuivit, suivi d'un bourdonnement provenant de la crête au-dessus alors que les drones armés et les agents de l'insurrection initiaient leur protocole d'attaque. L'impatience était montée, Lennox leva les mains. J'avais prévu un peu plus de temps avant l'arrivée des robots tueurs. Le rebelle jura, je n'ai pas demandé ça du ciel. La grâce d'Aurelion descendit comme une opéra vengeur, les boucliers énergétiques s'illuminant alors que des intercepteurs étaient déployés de son ventre. La voix de la reine résonna dans son oreillette. Avez-vous besoin d'aide, mon roi? Il sourit, toujours, mais maintenant une approche flamboyante. La confrontation était rapide et intense, augmentée par les sous-routines de combat de Chuck et une musique incongrue de disco de la Terre ancienne. Lennox esquivait les bolts de plasma, se couvrait derrière des rochers extraterrestres, et donnait des ordres comme s'il possédait une certaine compétence. Valra arriva au milieu de la bataille, commandant un croiseur léger semblable à un char céleste. Elle sauta du pont,
brandissant une lame de lumière solide qui trancha un drone en plein vol, et atterrit à côté de Lennox. Comme si la guerre était un ballet, il se tourna vers elle, hors d'haleine, et remarqua, « Rappelle-moi de ne jamais jouer au laser tag avec toi. » Ensemble, ils affrontaient le chaos non pas comme souverain et sujet, mais comme quelque chose de plus énigmatique, quelque chose de nouveau. Au-dessus d'eux, la lune fracturée semblait retenir son souffle, la paix n'arriva pas avec un rugissement ou un drapeau, mais plutôt avec un soupir. Après le conflit sur Naxxi 6, la rébellion ne s'est pas désintégrée, elle a expiré, comme si la galaxie elle-même avait anticipé si le caporal Lennox, l'héritier accidentel et héros réticent, émergerait comme un autre tyran en robe resplendissante ou peut-être quelque chose de tout à fait différent. Il s'est avéré que ce « quelque chose d'autre » avait une proposition convaincante. Des semaines s'écoulèrent dans une brume de diplomatie, de voyages interstellaires et d'un nombre excessif de banquets formels, au cours desquels Lennox découvrit une cuisine extraterrestre avec des hors-d'œuvre sentients qui tentaient de négocier leur propre libération. Il en libéra un, qui lui envoya ensuite une carte de remerciement imprégnée des senteurs d'ozone et de regret, allant du noyau aux fractales extérieures. Des émissaires sont arrivés pour observer le couronnement du premier monarque Talin en un millénaire. Certains assistaient par allégeance, d'autres par curiosité, et quelques-uns simplement pour le gâteau. L'événement a eu lieu dans la Heartspire, une chambre sculptée à partir de cristal extrait des restes squelettiques d'une étoile morte. Le trône n'était pas une chaise mais une plateforme de cercle lévitant qui réagissait à la signature cérébrale du souverain, servant d'interface, d'arme et de fardeau. Lennox s'adressa à elle avec l'élégance d'un homme qui avait auparavant trébuché sur ses propres lacets devant une foule. Le général Velara se tenait derrière lui, resplendissante et composée, la lumière des étoiles de son peuple entrelacée dans ses robes. Son regard croisa le sien alors que les anneaux commençaient leur rotation lente, descendant en position autour de lui. « Tu as encore le temps de t'échapper, » remarqua-t-elle. Alléchant, mais je manquerai alors le moment où quelqu'un tente de m'assassiner pendant le dessert. Chuck s'attarda près de moi en tenue cérémonielle, ornée d'une petite cape inscrite « Consultant en lecture et en collation ». Le drone gazouilla, conformément au protocole galactique, en déclarant que vous êtes désormais mon supérieur, guide spirituel et partenaire de karaoké désigné. Veuillez vous abstenir de mentionner la soirée karaoké. Lennox a déclaré qu'il restait traumatisé. Le public se tut alors que les lumières environnantes diminuaient, se synchronisant avec son rythme cardiaque, qu'il pouvait percevoir. Le trône n'était pas simplement symbolique, il était lié aux archives, au système de commandement, et à l'essence même du domaine, l'inondant d'une vague de connaissances. Des guerres historiques, des victoires, des déceptions et l'angoisse persistante des générations existent, mais, derrière tout cela se cache un rythme constant, un message singulier plus clair que tout autre, mieux dirigé, une capacité qu'il possédait. Valara posa délicatement sa main sur son épaule. Tu n'as pas seulement ascendu, tu as subi une transformation. Il a dit, sa voix rauque, j'étais un homme qui criait sur les distributeurs automatiques. Maintenant, je gère 5 espèces qui communiquent par la danse interprétative. Elle sourit, et vous vous en sortez admirablement, les négociations de paix avec les factions rebelles sont passées de prudentes à coopératives. Lennox s'engageait intentionnellement avec chaque table, serrait chaque griffe, tentacule ou main de rayons lumineux, et communiquait avec franchise évitant les prétextes et les discours au profit de la sincérité. Il maîtrisait l'art de la résonance empathique et débattait en utilisant des métaphores gravitationnelles. Il a même commencé à tolérer la ceinture de Nuraxis 6. Autrefois fracturé et défiant, il s'est transformé en lieu de l'inauguration du phare de l'unité, une tour diffusant des signaux de paix, de commerce, et officieusement. La playlist matinale de Lennox comportait des favoris terrestres tels que Don't Stop Believing et Sandstorm, perplexant l'élite galactique. Finalement, il rétablit le contact avec les survivants de la Terre, s'assurant qu'ils étaient reconnus, écoutés et encouragés.
Le domaine accueillait l'humanité non pas comme des vestiges d'une époque révolue, mais comme des habitants du cosmos. Un après-midi sous les doubles soleils de Velarchi, lui et Valara se tenaient seuls sur le balcon du jardin céleste, un lieu extraordinaire où la gravité se courbait doucement pour créer des fleurs flottantes, et le temps semblait ralentir pour savourer la vue. « Tu sais, remarqua-t-il, je ne me sens toujours pas comme un roi. »« Tu ne l'as jamais été, répondit-elle légèrement. Tu es quelque chose de plus rare, un souverain qui se souvient de son identité avant la couronne. » Il la regarda, le cœur plein. « Et toi ?» Elle inclina la tête. « J'ai cessé d'attendre il y a des siècles. J'ai vécu pour la prophétie, pour un retour qui pourrait ne jamais se matérialiser, et puis tu es arrivé non pas comme le roi que j'avais imaginé, mais comme celui dont nous avions besoin. » Un silence prolongé s'ensuivit, puis elle ajouta doucement, « Et tu me fais rire, c'est un pouvoir que j'avais oublié qu'il importait. » Il tendit la main vers elle, et elle n'hésita pas, flottant au-dessus d'eux. Émettant subtilement une douce mélodie, je vous déclare co-dirigeant de cette galaxie perplexe, si je puis me permettre d'être aussi audacieux, le couple de pouvoir le plus attachant du bras spiralé, Lennox Ricana. Val exhala d'exaspération alors que des étoiles s'étendaient infiniment au-dessus d'eux, certaines s'éteignant tandis que d'autres émergeaient, et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne semblait plus être un conflit imminent.